La symétrie des attentions est un concept important, non seulement en RH, mais aussi pour la qualité de l'expérience client. Un livre a fait pas mal de bruit il y a quelques années, Employees First, Customers Second, de Vinay Nayar, 2010, dans lequel l'auteur avance que si les employés sont heureux, les clients le seront sans doute, et que l'inverse est vrai aussi. J'ai assisté à une présentation au salon e-marketing 2022 de Christophe Amouroux, fondateur et directeur général de 12 Consulting. Son cabinet, basé sur ce principe, est expert de la relation client et aussi de l'expérience collaborateur. J'ai voulu en savoir plus et pour cela, je me suis rendu cet été dans les locaux du cabinet parisien pour interviewer Christophe. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la symétrie des attentions quand l'expérience employée fait l'expérience client avec Christophe Amouroux du cabinet 12 Consulting. Vinay Nayar, CEO de la grande entreprise indienne HCL Technologies, explique comment la société voyait sa croissance décroître fortement. Derrière des chiffres apparemment satisfaisants se cachait une réalité difficile, explique Nayar. HCLT était comme mon ami d'enfance qui semblait avoir soudainement pris un coup de vieux. Autrefois, l'une des stars de l'économie indienne, HCLT se développait plus lentement que le leader du marché dans son secteur, une entreprise qui avait réalisé une croissance cumulée de CA de 50% au cours des 5 dernières années, et plus lentement que ses rivaux immédiats, perdant des parts de marché et perdant également en notoriété. Il lança donc un programme de transformation intitulé Employees First, Customers Second, dont le livre reprend le nom. Il explique sa démarche ainsi. Nous avons constaté, c'est toujours Nayar qui parle, que la plupart des personnes au sein de l'organisation savent très bien ce qui va mal dans une entreprise, parfois même avant que la direction ne le sache, ou du moins avant que la direction soit prête à l'admettre. Lorsque vous dévoilez ces informations au grand jour et rendez les défis publics, les employés se sentent inclus. Ils commencent à voir que les problèmes de l'entreprise sont aussi leurs problèmes et pas seulement ceux de la direction. Si les collaborateurs sont heureux, vraisemblablement les clients le seront. Ce sujet touche donc l'expérience client et l'expérience collaborateur. La pensée est révolutionnaire, du moins en surface. Il s'agit en fait d'un concept ancien nommé symétrie des attentions, car la théorie, qui pour une fois a précédé la pratique, avait déjà été développée 10 ans auparavant par 2 auteurs français. La symétrie des attentions est un concept apparu à la fin des années 2000 sous la plume de Charles Ditandi et Benoît Méronin, co-auteur du Management au marketing des services, nous explique le blog de l'éditeur Skippers. Quoi qu'il en soit, et quel que soit son âge, ce concept est, comme l'indique Skippers dans son billet, intuitif et séduisant intellectuellement. Mais la véritable difficulté est bien de le mettre en œuvre dans le cadre d'un projet de transformation culturelle. Or, dans le monde du travail actuel, qui nous semble changer à grande vitesse, même si la visibilité reste très faible, les certitudes sont rares. Voilà le sujet que j'ai abordé avec Christophe Amouroux, qui nous fait part de ses réflexions dans ce podcast, pour lequel vous nous pardonnerez d'un léger écho dû à la pièce dans laquelle nous avons enregistré l'interview. Je suis avec Christophe Amouroux. Bonjour Christophe, alors vous êtes fondateur et directeur général de 12 Consulting. Vous êtes des experts de la relation client, mais aussi de l'expérience collaborateur. Absolument. Et on a chez 12 une conviction assez forte qui est mise en place chez nous et qu'on suggère à nos clients, c'est l'expérience collaborateur, partant du principe que on considère que si les collaborateurs sont heureux, vraisemblablement les clients le seront. Donc c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions et donc c'est la raison pour laquelle effectivement Yann, on est bien sur les 2 sujets que sont l'expérience client et l'expérience collaborateur. C'est un peu réducteur de dire les jeunes aujourd'hui se posent la question de quelle est l'ambiance. Pourquoi je dis c'est un peu réducteur ? Parce qu'on pourrait penser qu'il suffit de mettre un baby-foot, un fauteuil jaune
et boire des apéros pour que finalement on soit dans cette ambiance. Les jeunes, ils sont comme nous qui sommes moins jeunes, c'est que quand ils cherchent un travail, et qui plus est le premier travail, puisqu'en fait on a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, ils veulent apprendre un métier. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. En revanche, donc ils veulent apprendre, faire des choses intéressantes, sur lesquelles ils auront des responsabilités, et effectivement le faire dans un environnement de travail, dans une bonne ambiance. Vous voyez, mais c'est pas juste l'ambiance, c'est en fait un ensemble. Donc en fait c'était presque une boutade, parce que il n'y a pas que les jeunes qui veulent une bonne ambiance dans les entreprises. Je suppose les vieux n'ont pas spécialement envie de se faire emmerder non plus. Exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tendance un peu à évaluer en tout cas le besoin des jeunes par rapport aux moins jeunes. C'est mieux de parler de moins jeunes que de vieux. Yann, donc on viendrait. Nous sommes très très jeunes, très jeunes d'esprit. Mais effectivement, je pense qu'en fait c'est un peu la nature humaine, comme vous le dites très justement, de préférer travailler dans un bon environnement plutôt que de faire chier. Voilà. Donc finalement, si on met de côté cette histoire de génération qui finalement est un peu aussi un marronnier, finalement, est-ce que c'est plus une question d'évolution de la société et d'évolution, je dirais, de la psychologie et de la sociologie des employés dans le monde du travail? Alors, moi je ne pense pas que ce soit l'évolution des collaborateurs ou de la sociologie des employés dans le monde du travail. Je pense que c'est plutôt l'évolution des entreprises et des modèles d'organisation des entreprises. Voilà. Puisque vous le disiez à l'instant, finalement, nous-mêmes, on aspirerait, et on aspire toujours, à travailler dans un bon environnement, comme les jeunes qui ont 20 ans de moins que nous. Donc ça, je pense que ça n'a pas tellement changé. En revanche, ce qui a changé, c'est les organisations. Et en fait, si on regarde, là encore sans théoriser, mais si on regarde sur les 30-40 dernières années, on est passé quand même de modèles qui étaient quand même beaucoup plus entrepreneuriaux, c'est-à-dire en fait où il y avait une relation entre l'employeur et l'employé qui était déjà une relation plus dans la durée, avec une relation de confiance plus forte, et on n'était pas encore sur des modèles matriciels où finalement le process et l'organisation aujourd'hui priment sur le reste. Et les modèles d'entreprise que l'on voit, alors pas tous, heureusement, mais bon, on va dire les grandes entreprises qui sont capitalisées finalement et dont les dirigeants ne sont pas les actionnaires propriétaires, et qui sont quand même beaucoup drivés par la performance en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA, ça fait des modèles où finalement le salarié, l'employé, c'est un peu une case Excel, et du coup je pense que le sujet de fond est là, c'est qu'en fait on est devenu de la ressource, mais comme une ressource matérielle, alors qu'en fait de mon point de vue le cœur du réacteur, en tout cas la richesse, c'est la richesse humaine. Une personne morale, en fait, elle est composée de bonhommes et de bonnes femmes, et c'est bien ça. Et donc on revient, je pense, et c'est une bonne nouvelle, au fait qu'on va se concentrer maintenant sur le fait que les gens soient bien dans leur travail, pour bien travailler et satisfaire tout le monde. Alors vous dites que c'est nouveau. Alors je sais pas, j'ai travaillé pas mal à l'étranger, et j'ai découvert ça, les organisations matricielles, puisque je faisais de l'ingénierie de processus, donc je les cartographier même ces organisations matricielles dans les années 90 au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et est-ce que c'est nouveau, ou est-ce que c'est au contraire la France qui récupère 20 ans ou 30 ans de retard? Alors effectivement, la notion d'organisation matricielle, le modèle d'exécution, c'est un peu IBM, Lou Gerstner, qui l'a mis en place à l'échelle, puisqu'il a même écrit un bouquin sur le sujet, il l'a appelé, je crois, même les éléphants peuvent danser, ce qui en dit long sur l'état dans lequel il a récupéré IBM et le modèle qu'il a mis en place. Et ça, c'était dans les années 90. Donc effectivement, ces modèles d'organisation, ils sont pas nouveaux. Néanmoins, on n'est pas en train de parler, alors si, du siècle dernier, mais on n'est pas dans 60 ans. Et donc en fait les choses se sont mises en place, et je pense que ce modèle IBM, c'est intéressant, parce qu'en fait si on regarde un peu dans l'histoire de l'organisation des entreprises, en fait il s'est diffusé assez largement, notamment auprès des grandes entreprises, et je crois, là encore c'est pas une critique sur l'ensemble des sujets, mais je pense que son application
un peu à l'extrême, a pu créer justement finalement un modèle d'entreprise où quand vous êtes dans un modèle matriciel, le principe vous le connaissez, c'est-à-dire que personne ne prend de décision seul, sauf celui qui est au-dessus de la matrice. Il y en a qu'un. Et donc ça veut dire que ça a quand même un peu tendance à déresponsabiliser et à rendre finalement la ressource humaine un peu dans un modèle d'exécution. C'est un point de vue. C'est marrant parce que moi j'ai été un intrapreneur dans ces entreprises-là. Je me suis jamais autant amusé que dans les organisations où on comprenait rien. Alors oui. Après je vous dis pas que c'est mon côté modèle. Mais absolument. Et moi-même, avant de créer 12, j'étais dans une grosse boîte, une boîte américaine en plus, qui s'appelait CSC, qui a changé de nom maintenant. Et donc en fait, moi j'étais un des patrons de l'activité conseil sur la France et la région Sud et Ouest Europe. Et par rapport à ce que vous disiez, et moi j'ai été intra-entrepreneur avant d'être entrepreneur. Mais dans cette boîte-là, qui était une boîte américaine, il se trouve que nous, sur la région, en fait, moi j'avais un patron, c'est lui qui a interféré avec les États-Unis. Nous, on voyait jamais un Américain, j'ai rien contre les Américains, mais on faisait notre vie. Et en fait, ce qui faisait qu'ils nous laissaient faire notre vie sans trop savoir ce qu'on faisait, c'est qu'on était ultra rentable. Et nous, chez CSC, on était des partenaires salariés, on n'était pas associés au capital. Et ben en fait, moi j'ai créé ma propre structure qui était une BU, mais j'étais pas dans la matrice. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une capacité de décision qui était forte sur beaucoup de champs de mon activité. Voilà, mais c'est sûr que c'est peut-être plus difficile d'être intrapreneur pour tout le monde. Enfin, tout le monde ne peut pas le faire. Non, et puis là encore, il y a des gens pour qui ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pas la panacée universelle non plus. Mais être intrapreneur dans un modèle très matriciel, c'est-à-dire en fait quand même avoir envie de pouvoir exécuter un peu ses idées, parce que si on regarde en fait concrètement, ça veut dire quoi? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées, pas que des bonnes idées, et qui a envie de se donner les moyens de les mettre en œuvre. Et bien aujourd'hui, je pense que les entreprises, en fait celles qui sont dans des modèles justement un peu trop matriciels, un peu trop processés, un peu trop organisés, en fait ça n'empêche pas aux gens d'avoir des idées, mais ça freine quand même grandement l'exécution de ces idées en dehors de la matrice. Et voilà, c'est un peu la limite. Ok, donc c'est acquis, je dirais, on a un mouvement peut-être inverse à celui qu'on a observé ces dernières années. Je voudrais revenir quand même, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, parce que c'est le jour du procès d'une certaine entreprise qui n'était pas une entreprise drivée par l'ultra-capitalisme, on va dire, et que je connais bien, pour y avoir officié pendant 15 ans, et qui est sur le grill aujourd'hui pour avoir été une société, enfin depuis 15 ans d'ailleurs qu'elle est sur le grill, pour avoir été une société inhumaine. Alors déjà, ça peut-être que d'une part, le fait que les sociétés soient inhumaines n'est peut-être pas seulement dû au fait qu'elles sont drivées par l'argent, par l'appât du gain. Et puis d'autre part, j'ai une autre réflexion, c'est que on pouvait aussi être heureux dans cette entreprise et faire des choses très intéressantes. C'était mon cas d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est finalement une société où on se sent bien? Parce que finalement c'est ça que ça pose comme question, la question de fond. Dans cette société-là, si on écoute les journaux au premier degré, tout le monde était pressurisé et jeté comme un Kleenex, ce qui était bien entendu complètement faux. Mais vous voyez, c'est comment on fait pour savoir où ça se passe bien, où ça se passe pas bien, et finalement est-ce que c'est quelque chose qui est uniforme? Alors évidemment non. Enfin, je crois que vous le dites vous-même. Là encore, moi je veux pas enfermer des trucs dans des cases et dans des schémas préconçus. Et ça serait bien trop simple et de toute manière complètement loin de la réalité. Mon point de vue, qu'est-ce qui fait que finalement on est bien dans son environnement de travail? Si on regarde, si on revient un peu au basique. Je pense que la première chose, c'est de pouvoir avoir des bonnes conditions de travail. C'est-à-dire, en fait, savoir ce qu'on a à faire, pourquoi on le fait, c'est-à-dire comprendre, en fait, l'environnement, le sens de l'entreprise et donc savoir quelle est la contribution de son travail, justement, au collectif, à l'ensemble. Voilà, je pense que ça, c'est important.
être capable en fait de pouvoir donc comprendre, de bien exécuter son travail. Donc bien exécuter le travail, c'est dans de bonnes conditions de collaboration avec ses collègues, avec ses partenaires, avec ses clients. Et puis pouvoir avoir un retour et mesurer en fait l'impact de son travail. C'est-à-dire en fait être capable de dire ce que j'ai fait, j'ai un retour et j'ai un client qui est satisfait, j'ai un manager qui est satisfait. Et en fait, si on regarde un peu les fondamentaux, vous voyez, j'ai pas parlé de sens, j'ai pas parlé etc. Je pense que c'est quand même ça en fait le fondement de qu'est-ce que chacun attend au travail. Un travail, c'est un boulot, et du coup, il faut éviter aussi un peu ces clichés où le sens, le bien-être, etc. C'est important, mais il faut pas que ça efface les basiques. Donc de mon point de vue, c'est ça. Et donc après, ça repose énormément sur la relation de confiance que vous pouvez avoir avec votre entreprise, avec votre patron, avec vos clients. Et ça, évidemment, que le modèle il soit matriciel, processé, organisé, c'est une question de confiance entre les bonhommes. Je dis juste qu'il y a certaines organisations et certains modèles qui peuvent favoriser ça versus d'autres qui vont le rendre plus difficile. D'accord. Donc on va pas prendre des discours de gourou. Finalement, c'est relativement simple. Il faut bien faire son travail et qu'en face, il y ait quelqu'un qui dise c'est bien, t'as bien travaillé, quoi. Ou c'est pas bien et je t'explique pourquoi, de façon à ce que tu le fasses bien après. Vous voyez, c'est une relation qui soit une relation franche, constructive et de confiance. Parce que quand on fait pas bien son taf, en fait, il faut apprendre à bien le faire. Donc si on n'a pas un retour constructif, et c'est ce qu'on cherche quand on travaille, à faire mieux. Alors tout ça, avant, il y a 3 ans, c'est-à-dire il y a 100 ans, c'était facile parce qu'on se voyait, on pouvait se parler, on pouvait se dire qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Alors comment on fait pour créer cette cohésion à distance ? Moi, j'ai pas la recette miracle, hein, et je pense que les entreprises, les petites et les moyennes, manquent encore de recul sur le sujet. En fait, la question de fond par rapport au travail à distance et les visios, là on se voit, mais on aurait pu faire l'équivalent en visio, c'est que finalement, l'impact que vous avez, en fait, il est largement diminué. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des études qui sont faites et qui vous expliquent qu'en fait, si on n'a que la voix, l'impact il est de temps, si on a la voix et la tête c'est de temps. Donc, on regarde la télé à travers un écran, et si on est en présentiel comme nous, en fait, l'impact il est beaucoup plus fort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà de base, indépendamment de ce qu'on va dire, l'impact, j'ai un potentiel d'impact avec vous de 100%. Si je suis à travers un écran, il doit être de 40, et si j'ai pas d'écran, il va être de 20. Rien que ça. Et ça c'est la base. Donc vous voyez bien qu'en fait dans la relation présentielle, en fait, il se passe beaucoup plus de choses. Et donc, si vous avez besoin d'avoir d'impact vis-à-vis d'un de vos collaborateurs, ou d'un de vos patrons, ou d'un client, vous voyez, on a besoin d'avancer, on a besoin de convaincre. Donc, je pense que ça, c'est un sujet qui est important d'avoir en tête, parce que l'hybridation du travail, c'est-à-dire comment finalement on s'organise en mode présentiel, distanciel, je pense que ça peut être un bon point, en fait, de réflexion. Évidemment, là, nous, on se voit pour la première fois, mais on se reverrait pour avoir une réunion de travail, on se connaît, on a pu développer une relation de confiance, et du coup on peut très bien travailler sur un sujet après avec un agenda précis, et ça sera plus simple parce que vous serez là où vous êtes et moi, et donc on n'aura pas besoin de prendre les transports, etc. Donc je suis pas du tout en train de dire non c'est à l'ancienne, le crayon derrière l'oreille et du coup tout le monde revient au boulot, pas du tout. Je dis juste qu'il faut prendre suffisamment de recul et adapter les usages dans la relation finalement à la question de je me vois pas, et trouver les bons usages. Et je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices aussi par rapport à la période qu'on a traversée, et moi j'en suis le premier utilisateur, et je suis sûr que vous Yann aussi. Moi il y a des trucs que je faisais pas avant parce que à distance, sachant que la technologie existait déjà, on va se dire, les Teams et machin, on l'a pas inventé pendant le Covid, mais sauf qu'on a découvert finalement des usages, et je pense que si on gère bien ça, c'est un plus pour tout le monde. Alors vous avez raison, chez Visionary Marketing,
On n'a pas découvert puisque c'est nous qui l'avons introduit chez un gros opérateur français il y a plus de 20 ans. Bon. Donc on connaît bien et on vit dedans d'ailleurs depuis longtemps. Une chose que j'ai remarqué, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est finalement paradoxalement, c'est surtout avec les stagiaires, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être et qui sont demandeurs d'une relation assez directe, parce que peut-être qu'il y a un lien aussi entre le niveau d'expertise et le niveau d'autonomie et la capacité à travailler en mode hybride. Oui, je pense qu'effectivement, alors nous, là encore, ce que je remarque, nous, à l'échelle de 12, parce qu'en fait, comme je vous le disais, nous, on recrute 75% de nos recrutements, alors stagiaires, jeunes consultants, il n'y a pas de grosse différence, ce sont des gens qui sortent de l'école, qui ont, on va dire, 23 ans. Et effectivement, ce qu'on remarque, sachant que c'est plus de l'observation finalement que de l'analyse précise, parce qu'on ne sait pas dire les gens qui viennent pas, sachant que les gens nous considèrent qu'ils sont responsables, donc c'est à eux de décider quand ils viennent. On n'a pas encadré le sujet avec des règles comme certaines entreprises l'ont fait. Et effectivement, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui sont là depuis peu de temps et les plus jeunes sont plus au bureau que les autres. Parce que pour les raisons que vous évoquiez, qui sont qu'effectivement ils ont moins d'expérience, ils ont besoin aussi de voir les gens pour essayer de partager, de comprendre. Et puis, je crois que de base, quand même, socialement, vous êtes étudiant, vous avez une vie sociale qui est quand même riche. Et donc là, vous commencez à bosser. Et donc vous restez chez vous devant un écran, ça marche pas. Et alors, est-ce que ça, d'un point de vue, alors c'est peut-être un peu de la prospective sociologique, je ne sais pas, mais est-ce que d'ici quelques années, on refait cette interview, dans 5 ans, mettons, dans 10 ans, est-ce qu'on n'aura pas, s'il y a une généralisation du travail hybride, et du travail à distance, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis depuis déjà très longtemps, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir peut-être une disparition un peu de cette cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise et que finalement il y aura plutôt une sorte de marchandisation, quoi. C'est-à-dire, je rentre dans une société, je suis un peu un produit, il m'achète, je travaille 5 minutes, je travaille 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après je vais ailleurs. Et est-ce qu'il y a moins d'investissement dans l'entreprise, quoi, en fait? En fait, je ne sais pas si les choses seront très différentes dans 5 ans finalement par rapport à aujourd'hui ou même par rapport à hier. En fait, la question, c'est plus la notion de collectif. Est-ce que l'entreprise crée les conditions pour que la collaboration, donc le collectif, crée plus de valeur que finalement le travail individuel de chacun? Et est-ce que les gens s'inscrivent ou pas dans ce collectif? Donc après, et ça c'est le sens de l'entreprise, c'est son modèle d'entreprise, c'est son management. Vous voyez, c'est pas qu'une question de t'es chez toi, t'es au bureau. Ça, je pense que c'est quand même la base. Et ça, en fait, je pense que ça l'était avant, ça l'est encore aujourd'hui, et ça le sera demain. Et de mon point de vue, quand même, l'homme est assez un animal social. Et pour être heureux, il a quand même besoin de voir les autres. Ça, là encore, il y a des études, il y a l'étude Grant, en fait, depuis 80 ans, la seule chose qu'elle a réussi à démontrer, c'est qu'en fait, c'est la relation entre les hommes qui est le plus contributeur à la qualité de vie et au bonheur. Donc, à partir du moment où ça, on reprend un peu ces basiques-là, l'entreprise, si elle veut créer plus de valeur que la somme d'individus, elle doit justement créer ce collectif et cette dynamique. Et donc c'est à elle de développer le modèle et l'hybridation qui va faire que ça va fonctionner. Je ne crois pas qu'on puisse durablement s'inscrire dans un collectif si on ne voit pas les gens. Maintenant la question, c'est à quelle fréquence, c'est comment, c'est où. Et donc c'est toutes ces questions qui se posent, parce qu'en fait là, vous voyez, on est chez 12. Les gens peuvent se voir en dehors. Et d'ailleurs, il y a parfois, on a un séminaire de formation, par exemple, la semaine prochaine. Voilà. On a une vingtaine de nos 12ers qui vont se retrouver pour une formation autour des solutions d'un de nos partenaires. On appelle ça le partenaire, enfin Salesforce, peu importe, Castle. Et donc, en fait, ils vont se retrouver pas chez 12, à 100 km, et ils vont se retrouver à une vingtaine pour passer un certain nombre de certifications. En fait, ça va être du collectif, mais c'est pas du collectif au bureau. Vous voyez ? Donc, ce qu'on peut, je pense, réinventer,
ou en tout cas, là on peut revoir des modèles, c'est que finalement, je crois qu'il faut quand même se voir. Après la fréquence, ça dépend des sujets. Et en revanche, se voir, ça veut dire que ça peut se faire dans des environnements un peu différents. Pas forcément qu'au bureau ou que chez son client pour signer comme ça. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.